J'ai passé des années comme avocat, submergé par les réunions, la découverte et les audiences au tribunal. Je prenais constamment des notes à la main ou à l'ordinateur tout en essayant d'écouter et d'interagir réellement avec les autres. En réalité, on ne peut pas bien faire les deux en même temps. Voici le Plowhead Note, un preneur de notes alimenté par l'intelligence artificielle. Son design en aluminium, aussi fin qu'une carte de crédit, inclut un étui en cuir MagSafe qui se fixe au téléphone. Le Plowhead Note capture instantanément d'une pression et propose deux modes. Relevez-le pour les appels téléphoniques afin de capturer les deux côtés de la conversation, abaissez-le pour enregistrer des réunions, des interviews, vos notes personnelles, tout ce que vous voulez. Terminez les applications et carnets compliqués. L'application Plowhead est propulsée par GPT-5 et transcrit tout avec une grande précision dans 112 langues avec identification des intervenants. Elle génère ensuite de vrais résumés exploitables, des comptes rendus de réunions, des points d'action, des éléments clés à retenir. Vous pouvez même poser des questions sur vos enregistrements plus tard pour obtenir des réponses instantanées et intelligentes. Avec ça, à l'époque, j'aurais gagné d'innombrables heures. Et maintenant, en tant que créateur utilisant la Plowhead Note, je suis sûr de ne jamais oublier une nouvelle idée de vidéo ou une partie de script qui me vient soudainement à l'esprit dans mon travail en dehors de YouTube. La confidentialité n'est pas une option. Claude respecte les normes. System and Organization Controls. Deux normes européennes, 18031 et HIPAA, avec un chiffrement AWS complet. Je lui confie mes informations confidentielles sans hésitation. En ce moment, dans le cadre de leur vente de Noël, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction. Le Plowhead Note lorsque vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Merci à Plowhead d'avoir sponsorisé cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, parfait pour nous. Quel est votre nom complet ? Comment l'appelez-vous? Quel est votre titre? Je m'appelle Anna Chapman. Chapman. Vous savez quoi? Je dois changer le niveau. Vous pouvez patienter une seconde? Tout d'abord, j'aimerais que vous me disiez « Wow !» ce qu'est votre entreprise et ce que vous faites à peu près, et quelle est la vision. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Eh bien, c'est une toute nouvelle start-up. Nous avons commencé à travailler dessus le mois dernier. C'était bien plus difficile et je suis enthousiaste et excitée. Dans cette optique, parlez-moi d'Anna Yorna. Quelle est votre option ici? Allons-y. Le monde dans lequel Anna Kushchenko est née était bien différent de celui dans lequel elle a ensuite prospéré en tant qu'espionne. Autrefois symbole de la résilience soviétique lors de la célèbre bataille de Stalingrad, la ville de Volgograd en 1982 était en pleine mutation dans les dernières années de l'Union soviétique. La petite enfance d'Anna s'est déroulée pendant la perestroïka, ces années grises où les rayons des épiceries soviétiques étaient vides et où les anciennes certitudes s'effondraient maintenant. Même toute petite, à Volgograd, Anna nourrissait des rêves tournés vers l'ouest. Elle imaginait l'Angleterre avec ses buts rouges à Impérial et ses cabines téléphoniques éclatantes. Ce rêve allait façonner son avenir bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le père d'Anna était la clé pour comprendre tout ce qui s'est passé ensuite. Vassili Kushchenko était diplomate, mais, plus important encore, il était aussi un officier supérieur du KGB. Lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée, il est passé sans difficulté au service des renseignements extérieurs qui a émergé de ses cendres. Son travail pour le renseignement extérieur russe a mené la famille pendant l'étranger, avec des postes au Kenya et au Zimbabwe, faisant de l'enfance d'Anna un patchwork d'écoles et de pays différents. Lorsque son père était en poste à l'ambassade de Russie au Kenya, Anna a étudié dans une école catholique de monastère à Nairobi. Elle est arrivée en parlant à peine anglais, étant la seule élève blanche parmi ses camarades de classe. Elle devait trouver sa place, et elle l'a fait avec un esprit d'entrepreneur. Anna a appris que ses camarades n'avaient jamais vu d'affiches de célébrités. Elle affirme avoir utilisé la photocopieuse de son père pour faire des copies d'affiches qu'elle vendait 5 shillings chacune. Les affaires étaient florissantes, et en quelques mois, elle avait maîtrisé l'anglais. À l'adolescence, elle est retournée à Volgograd vivre chez ses grands-parents, ses parents servant toujours à l'étranger. Anna a étudié dans un internat prestigieux, mais dès son premier jour de lycée en 1995, elle a subi du harcèlement.
Les habitants considéraient Anna comme faisant partie de l'élite privilégiée compte tenu de ses origines familiales, et elle était jalousée pour cela. Elle a vite appris à se défendre et à devenir discrète. Elle s'est teint les cheveux en noir, portait des jeans déchirés et des t-shirts interdits, et s'est plongée dans la scène grunge et heavy metal, écoutant Nirvana et Metallica. Anna a excellé académiquement, obtenant d'excellents résultats aux tests. Elle a déménagé à Moscou pour sa dernière année de lycée, puis s'est inscrite à l'Université de l'Amitié des Peuples de Russie pour étudier l'économie. Elle vivait seule dans l'appartement de ses parents pendant qu'ils restaient à l'étranger, subvenant à ses besoins grâce aux bourses obtenues par ses excellentes notes et en louant le garage de son père. Pendant une pause universitaire, en 2001, Anna, âgée de 19 ans, s'est envolée pour le Zimbabwe afin de rendre visite à ses parents au consulat russe à Harare. Là-bas, elle a rencontré Mark, un disc jockey en herbe avec un accent britannique. Il l'a invitée à Brighton pour découvrir la scène rave locale. C'était l'opportunité dont elle rêvait depuis son enfance. Anna avait prévu de rester en Angleterre seulement 1 mois avant de retourner à Moscou pour le nouveau semestre. Elle n'avait aucune idée que ce voyage allait tout changer. Anna est arrivée à Londres à l'OBT 2001. Lors de son premier week-end, Anna a assisté à une rave underground appelée Lost, qui cette fois-là avait lieu dans un hangar à avions. Le lieu brut se trouvait dans les Docklands, une zone industrielle de l'est de Londres. Elle portait une longue robe blanche achetée pour sa remise de diplôme, descendant jusqu'aux chevilles. Alex Chapman l'a aperçue de l'autre côté de la pièce. Le psychologue stagiaire de 21 ans est immédiatement tombé sous le charme. Il a rassemblé son courage et s'est approché. Ils ont fini par parler jusqu'aux premières heures du matin suivant. Au cours des semaines suivantes, le couple était inséparable, mais Anna a finalement dû rentrer chez elle à Moscou, où est restée en contact avec Alex, qui a rapidement fait sa première visite en Russie. Le couple a ensuite fait des allers-retours entre Londres et Moscou au cours des mois suivants, accumulant les miles aériens et les factures de téléphone longue distance. La relation a évolué rapidement, Alex et Anna se sont mariés à Moscou en mars 2002 et ainsi Anna Kouchtchenko est devenue Anna Chapman. Plus important, elle a obtenu la citoyenneté et un passeport britannique. Le passeport lui a offert quelque chose d'inestimable, qu'elle l'ait réalisé ou non. Une identité occidentale légitime. Le terme utilisé dans les cercles du renseignement est blanchiment. Tout comme l'argent sale peut être blanchi à travers des entreprises légitimes. Un agent de renseignement ou un agent dormant peut être naturalisé par le mariage avec un citoyen du pays cible. Anna affirmera plus tard qu'il n'y avait aucune motivation cachée, seulement une vraie histoire d'amour. Peut-être les deux à la fois. La lune de miel de ce couple cet été-là a révélé à Alex les premiers indices que la vie de sa nouvelle épouse était loin d'être ordinaire. Ils ont passé 2 semaines en Égypte, puis 6 au Zimbabwe où le père d'Anna travaillait. Alex a rencontré son beau-père pour la première fois et a trouvé cela déconcertant. Le père d'Anna roulait dans un Land Rover blindé aux vitres teintées, escorté par d'autres véhicules. C'était bien plus de protection qu'un diplomate ordinaire n'en recevrait. Finalement, Anna a révélé la vérité. Son père était un ancien officier du KGB, maintenant au service du service des renseignements extérieurs. Bien que l'information fût intrigante, Alex n'a jamais réalisé l'impact que cette vérité aurait sur lui. Le jeune couple s'est installé dans un appartement à Gibson Gardens, Stoke Newington. Pendant les 2 années suivantes, Anna a fait la navette entre Londres et Moscou pour terminer son master en économie, qu'elle a obtenu avec mention très bien en 2004. Vers la fin de l'année 2003, la personnalité et le comportement d'Anna ont commencé à changer. Elle assistait à des dîners dansants au Ritz et se montrait infidèle envers son mari. Elle fréquentait un homme d'affaires texan sexagénaire et riche, parmi d'autres prétendants aisés. Les propres mémoires d'Anna contiennent des allégations dramatiques de maltraitance, d'alcoolisme et de violence de la part d'Alex. On reconnaît qu'Alex avait un problème de dépendance aux substances. Cependant, la plupart des affirmations de son livre ne peuvent être vérifiées par des rapports de police, dossiers médicaux ou témoignages. Puis quelque chose de fondamental a changé dans leur mariage vers 2005. Alex Chapman a remarqué cette année-là que sa femme avait commencé à avoir des réunions avec des personnes qu'elle appelait ses amis russes. Elle n'a jamais laissé Alex l'accompagner, disant que c'était parce qu'il ne parlait qu'en russe. Avec le temps, elle est devenue secrète à propos de ces réunions et a soudainement eu accès à plus d'argent, ce qu'elle ne pouvait pas expliquer.
En reliant les points, on peut supposer que c'est pendant cette période qu'Anna Chapman a été recrutée par le service des renseignements extérieurs comme espionne pour la Russie. Finalement, les fissures dans le mariage se sont élargies, et le couple a divorcé en 2006 après seulement 4 ans. Selon la version d'Anna, elle a échappé à une relation abusive, mais elle avait ce dont elle avait besoin: la citoyenneté britannique, un nom britannique et une acclimatation à la culture britannique. L'opération de blanchiment, si c'est bien ce que c'était, avait réussi. Après le divorce et avec son passeport britannique en main, Anna a été logée dans la suite présidentielle de l'hôtel Claridge avant de s'installer dans un appartement luxueux à South Kensington. Le timing était parfait. C'était les années où Londres était surnommée Londongrad. La ville regorgeait d'argent russe, les oligarques achetaient des demeures à Kensington et à Chelsea. La richesse russe affluait dans la City de Londres, qui s'était imposée comme la première destination pour blanchir l'argent sale du monde entier. Anna subvenait à ses besoins grâce à des emplois qui la plaçaient parfaitement pour la collecte de renseignements, même si ses fonctions réelles étaient les bien plus modestes que ce qu'elle a prétendu plus tard dans son autobiographie. Elle a été assistante de direction chez NetJets, qui proposait des jets privés aux riches et célèbres. Mais cela n'a duré que 3 mois en 2004, et non pas le poste de commercial d'1 an qu'elle avait indiqué sur son curriculum vitae. Elle a ensuite travaillé à la banque Barclays pendant 6 mois, dans la division des services co-bancaires aux petites entreprises. Ce n'était pas le poste prestigieux en banque d'investissement qu'elle a prétendu avoir par la suite. Elle a rejoint la haute société londonienne avec une énergie remarquable. Elle assistait à des avant-premières et des soirées mondaines, puis s'est installée durablement dans le quartier branché de Chelsea. En 2006, elle a organisé un bal guerre et paix sur le thème russe à l'hôtel Dorchester, réunissant des aristocrates européens et l'ambassadeur russe. Durant cette période, sa colocataire était Lena Skabitska. Elle travaillait dans un bar d'hôtel à Knightsbridge qui accueillait une clientèle ultra riche. Y compris des oligarques russes, Anna a cultivé des relations à travers la communauté russe de Londres et au-delà. Elle était connue pour fréquenter Bougie, une boîte de nuit chic fréquentée par les princes William et Harry. Il y avait aussi Boris Berezovsky. L'oligarque milliardaire avait fui la Russie après s'être brouillé de façon spectaculaire avec Vladimir Poutine. Il avait obtenu l'asile politique en Grande-Bretagne, d'où il complotait ouvertement contre le président russe, soutenant des groupes d'opposition et appelant à un changement de régime. Poutine voyait Berezovsky comme l'incarnation d'un complot occidental contre la Russie. Les services de renseignement britanniques le surveillaient de près. Il s'est avéré qu'Anna Chapman aussi. Nicolas Camilleri dirigeait un fonds spéculatif appelé Navigator. Il a embauché Anna comme assistante en 2005 après avoir été présentée à elle par une mondaine londonienne. Bien qu'elle ait été assistante personnelle et non analyste principale, comme elle le dira plus tard, elle fréquentait l'entourage de son nouveau patron dans des lieux tels que l'Annabel's Long, prisé par la petite royauté et les mondains internationaux. C'est Camilleri qui a présenté Anna à Berezovsky. Un soir, l'oligarque exilé envoyait tort sa voiture à travers Mayfair pour venir la chercher pour des déjeuners réguliers. Et que faisait Anna avec l'ennemi de Poutine ? Était-elle attirée par la richesse et le pouvoir comme beaucoup de jeunes femmes de la communauté russe de Londres, ou suivait-elle les ordres du centre de Moscou ? Ce sont des questions qui restent sans réponse. Même aujourd'hui, la vérité est sans doute plus nuancée. Les services de renseignement russes ont légèrement repéré Anna pendant cette période et ont commencé à la cultiver comme un atout potentiel. La position de son père aurait accéléré le processus. On lui aurait d'abord confié de petites tâches pour voir comment elle s'en sortait et si elle avait le bon tempérament pour devenir espionne. Le service des renseignements extérieurs a une approche différente avec ce qu'il appelle les agents illégaux spéciaux. Contrairement aux agents illégaux classiques formés en académie avant d'opérer à l'étranger sous de fausses identités, les agents illégaux spéciaux sont recrutés directement sur le terrain. Ils utilisent leur vrai nom et leurs origines russes. Ils voyagent ouvertement à Moscou, mais pour des entraînements et des débriefings secrets. Pas besoin de faux documents complexes ou de sosies morts, aucun problème biométrique aux frontières. Dans un monde de contrôle de sécurité accru et d'empreintes numériques, cette nouvelle génération d'illégaux présentait des avantages uniques. Anna pouvait traverser Heathrow avec son vrai passeport britannique et sa vraie origine russe, sans susciter d'alerte.
Elle pouvait fréquenter l'élite londonienne tout en faisant des rapports à Moscou sur qui était influent, qui ne l'était pas, et qui avait des faiblesses pouvant être exploitées. Vers 2007, Anna était retournée à Moscou pour une longue période. Les analystes du renseignement pensent que c'est à ce moment-là qu'Anna a reçu une formation officielle en communication secrète et s'est préparée pour sa prochaine grande mission. En octobre 2006, elle a fondé une société appelée Property Finder Limited, spécialisée dans la location d'appartements haut de gamme. En 2009, l'entreprise employait 50 personnes et les affaires prospéraient. Il se dit que la société a été, à un certain degré, utilisée comme façade pour faire transiter de l'argent russe vers l'Angleterre. À cette époque, Anna Chapman avait été testée opérationnellement à Londres et avait réussi haut la main. Désormais, j'en sais, le centre de Moscou avait des projets plus ambitieux. Le moment était venu pour l'événement principal. Anna Chapman est arrivée à New York en janvier 2010. Elle a emménagé dans un appartement art déco près de Wall Street, dans le quartier financier. Son histoire de couverture était plausible. Elle avait fondé Property Finder Limited Liability Company, une société tech vendant des biens américains à de riches Russes en ligne. C'était à peu près de la même manière que sa société britannique, Moscou, avait fourni des fonds de démarrage pour donner à l'entreprise une apparence légitime. Le vrai travail d'Anna, bien sûr, n'avait rien à voir avec l'immobilier. Sa mission était de recueillir d'autres renseignements, influence, ragots et informations. Les services d'antenne de renseignement russes ne l'envoyaient pas voler des secrets nucléaires dans une autorité à Los Alamos, ils l'envoyaient qu'il faut cartographier le paysage social du pouvoir américain. Qui était influent, qui avait accès aux décideurs, qui pouvait être vulnérable au recrutement et où se trouvaient les failles et les fissures parmi l'élite américaine. Anna était implacable dans la poursuite de sa mission. Anna s'est plongée dans la scène mondaine de Manhattan, tout comme elle l'avait fait à Londres. Anna fréquentait les clubs huppés du sud de la 14e rue côté ouest, réputés pour leur sécurité et leur clientèle de Wall Street, et sortait aussi stratégiquement avec des hommes. L'un de ses petits amis, avocat réputé, travaillait avec des clients importants, ce qui lui offrait des informations privilégiées sur des entrepreneurs militaires et grandes entreprises. Anna a aussi fréquenté un ancien marine ayant détenu des habilitations de sécurité. Le choix de ses prétendants était un exemple classique de ce que les officiers de renseignement appellent le repérage et l'évaluation, les phases initiales du cycle de recrutement. Anna maintenait également une présence active sur les réseaux sociaux et les sites de réseautage professionnels. Son profil LinkedIn décrivait quelqu'un qui aimait lancer des startups innovantes dans la haute technologie et constituer des équipes passionnées. Elle se construisait un profil, établissait sa crédibilité et élargissait son réseau. Du point de vue de Moscou, Anna Chapman représentait l'avenir de leurs opérations de renseignement illégales. Ce qu'Anna ne savait pas, c'est que chacun de ses gestes était déjà surveillé. Le FBI menait une enquête appelée « Opération Histoire de fantômes » depuis plus de 10 ans. Les fédéraux surveillaient non seulement Anna, mais aussi 9 autres agents russes vivant sous couverture profonde en Amérique. La surveillance était poussée. Effraction pour installer des dispositifs d'écoute, des milliers d'heures de conversations interceptées, des emails lus, des disques durs copiés et des déplacements suivis. Les Russes, ayant infiltré la banlieue américaine, étaient étroitement surveillés. Le FBI connaissait Anna et les autres agents russes illégaux grâce à un coup de maître en renseignement. Le colonel Alexandre Potaïev, chef adjoint de la direction S du service des renseignements extérieur unité en charge des agents illégaux, collaborait secrètement avec la CIA depuis environ 1999. En échange d'argent, Potaïev avait la responsabilité de superviser la gestion des espions illégaux en Amérique. Il était en fait le supérieur d'Anna, ainsi que de 9 autres personnes, dont certaines avaient pris l'identité de citoyens américains décédés. Sa trahison a permis aux services de renseignement américains de tout comprendre du programme des illégaux russes. Le FBI s'est rapidement mis à surveiller les communications secrètes d'Anna avec Moscou. Une routine s'est vite installée. On voyait Anna sortir un ordinateur portable en public. Dans un grand sac à main se trouvait un appareil à portée étendue avec 2 antennes. Elle établissait un réseau sans fil privé temporaire, point à point, avec un ordinateur récepteur à l'intérieur d'une camionnette qui passait. Une version numérique du classique passage discret de l'espionnage.
Le véhicule était conduit par un fonctionnaire russe de la mission russe auprès des Nations Unies. Anna et l'officier du renseignement ne se sont jamais parlé ni rencontrés, mais ont permis des communications secrètes depuis 6 lieux différents à New York. Ces soi-disant réunions du mercredi, comme on les appelait, ont eu lieu régulièrement entre janvier et juin 2010. Le FBI a intercepté 10 transferts de données après avoir identifié les adresses MAC des 2 ordinateurs portables utilisés par l'espionne et son agent. Ils observaient, attendaient et rassemblaient des preuves, mais ne pouvaient pas encore agir. Le timing devait être parfait, mais des facteurs échappant au contrôle du FBI allèrent bientôt dicter le calendrier. En juin 2010, Alexandre Potaïev a envoyé un signal urgent depuis Moscou. Il craignait d'avoir été démasqué et il voulait faire défection. Il savait que des tests au détecteur de mensonges étaient prévus pour démasquer une taupe présumée au service des renseignements extérieurs. Il avait besoin d'une exfiltration rapide. Le FBI a choisi de démanteler le réseau pour arrêter les agents illégaux avant que Moscou ne découvre que son programme était compromis. Mais il y avait une complication supplémentaire. Le président russe Dmitri Medvedev et le président américain Barack Obama assistaient tous deux au sommet du G8 et du G20 au Canada. La Maison-Blanche a précisé qu'aucune arrestation ne devait avoir lieu avant le départ de l'avion de Medvedev de l'espace aérien nord-américain. Les enjeux diplomatiques étaient en santé trop sensibles. Alors le FBI a attendu, surveillant Anna et les autres, sachant que Potaïev fuyait la Russie et que le temps pressait. Le 24 juin 2010, Potaïev, paniqué, a quitté en date le siège du service des renseignements extérieurs et fui Moscou en train vers Minsk, en Biélorussie. De Lakran, il s'est rendu en Ukraine où il a obtenu un passeport avant de passer en Allemagne. Potaïev a continué vers les États-Unis, arrivant au siège de la CIA fin juin 2010. Ce même jour, le FBI a lancé son opération sous fausse bannière contre Anna Chapman. Le samedi suivant, le 26 juin, un agent infiltré du FBI parlant russe a téléphoné à Anna. Il a utilisé un nom qu'elle reconnaissait et des identifiants que Potaïev avait fournis. Il s'agissait de phrases codées que seul quelqu'un du centre de Moscou pouvait connaître. L'agent a affirmé travailler au consulat et qu'il devait la rencontrer d'urgence. Il y avait une situation. Au début, Anna a tenté de les conduire en proposant de se voir le lendemain, mais l'urgence dans la voix de l'homme l'a fait changer d'avis. Elle a rappelé et a accepté de se rencontrer à 16h dans un café du centre de Manhattan. Elle est arrivée avec environ 30 minutes de retard, portant un jean et un t-shirt blanc. Les agents infiltrés étaient assis en face d'elle, une caméra cachée enregistrant chaque mouvement et chaque mot. Anna était prudente au début, disant qu'elle avait besoin de plus d'informations avant de pouvoir parler. La conversation s'est rapidement tournée vers des questions techniques. Anna a dit que son ordinateur portable, utilisé pour ses communications secrètes, ne fonctionnait pas bien. Le passage du minivan lui causait des problèmes, rendant difficile l'établissement de la connexion avec son agent traitant. Si elle n'avait pas fait confiance à l'homme à qui elle parlait auparavant, elle semblait le faire à ce moment-là. Elle lui a donné son ordinateur portable pour qu'il l'envoie à Moscou en réparation. L'agent infiltré n'aurait jamais imaginé que sa cible lui remettrait si facilement une preuve clé. Puis la conversation s'est tournée vers la raison pour laquelle la réunion avait été organisée. Anna avait une mission à accomplir. L'agent a expliqué la situation calmement. Il y avait une autre clandestine comme elle qui utilisait un faux nom. Cette personne avait besoin d'un nouveau passeport et Anna serait celle qui le lui remettrait. Le lendemain matin, on lui a dit qu'elle devait rencontrer la dame à 11 heures près du World Financial Center. Le signal de reconnaissance était un classique de l'espionnage. La femme demanderait s'ils s'étaient rencontrés en Californie l'été dernier. Anna répondrait que non. C'était dans les Hamptons, puis elle remettrait le passeport. Cet acte unique, prendre sciemment un faux passeport d'un fonctionnaire russe pour le remettre à quelqu'un opérant sous un faux nom, l'incriminerait en tant qu'agent étranger non déclaré de la Russie. C'était un crime, et cela donnerait au FBI tout ce dont ils avaient besoin pour procéder à une arrestation. Si elle se présentait à la réunion et remettait effectivement le passeport à l'agent infiltré du FBI, ce serait le dernier clou dans le cercueil des preuves. Anna hésita. La demande sortait de l'ordinaire et était plus dangereuse que de transmettre des données via un VPN. Malgré son appréhension, Anna accepta. Elle mit le passeport dans sa poche. La réunion s'est terminée vers 17h.
Lorsqu'elle quitta le café, elle entama un parcours de détection de surveillance, également appelé nettoyage bis, et nettoyage à sec, pour vérifier si elle était suivie. Ensuite, elle a acheté un téléphone jetable pour contacter Moscou, commettant ainsi une erreur cruciale lors de l'achat. Elle a donné un faux nom, Irinakova, et une fausse adresse, 99 rue Fake Brooklyn. Elle a jeté le reçu d'achat, que le FBI a rapidement réussi à récupérer. Les enquêteurs ont alors agi rapidement pour intercepter le téléphone jetable. Anna a appelé son père à Moscou. Vassili Krishchenko s'est mis en colère quand elle lui a raconté la rencontre étrange et l'ordinateur défectueux. Il a senti un piège et a donné à sa fille des conseils tactiques. « Fais semblant », lui a-t-il dit. Il a dit à Anna que sa meilleure chance de préserver sa couverture était de signaler la rencontre à la police. Dimanche 27 juin 2000, Anna ne s'est pas présentée à l'échange de passeports. Au lieu de cela, suivant les conseils de son père, elle s'est rendue au commissariat du 1er district du New York Police Department, où le FBI attendait dans surveillance. Il connaissait ses déplacements via l'appel intercepté, mais ne pouvait toujours pas l'arrêter. Pas encore, l'avion de Medvedev n'avait pas quitté l'espace aérien nord-américain, alors ils l'ont retenu pendant 5 heures. Ils lui ont demandé de regarder des centaines de photos d'identité sur un ordinateur lent. Anna était assise, faisant défiler des visages, ignorant que les agents fédéraux tuaient simplement le temps. Jusqu'à ce qu'un avion présidentiel russe quitte l'espace aérien canadien, l'avion de Medvedev avait quitté le continent. L'ordre a été donné. Anna Chapman a été arrêtée. 9 autres agents illégaux ont également été arrêtés lors d'une opération coordonnée à Boston, Montclair, Yonkers et dans le nord de la Virginie. L'opération Histoire de fantôme avait atteint sa conclusion. Les arrestations ont déclenché une frénésie médiatique. Les tabloïds américains et britanniques ont exploité l'apparence d'Anna. Ses photos sur les réseaux, son style de vie glamour, les gros titres évoquaient « L'espionne fatale »,« L'agente russe rousse »,« Le piège de miel ». Le 8 juillet 2010, les 10 agents arrêtés ont tous plaidé coupables devant le tribunal fédéral de Manhattan de complot en vue d'agir en tant qu'agents non enregistrés de la Fédération de Russie. Dans l'accord de plaidoyer, les charges les plus graves comme l'espionnage et le blanchiment d'argent ont été abandonnées. En réalité, après des années, aucun agent n'avait transmis d'informations classifiées, comme Joe Biden, alors vice-président, le plaisantera plus tard à la télévision. Nous avons récupéré 4 vraiment bons et les 10 autres. Ils étaient ici depuis longtemps, mais ils n'avaient pas fait grand-chose. Et c'était aussi vrai pour Anna Chapman. Même si le FBI a déchiffré le cryptage, nous ignorons quelles données Anna Chapman a transmises à son agent de liaison lors de ses réunions du mercredi. Comme cela n'a jamais été révélé par le gouvernement américain, il a seulement été confirmé que, quoi que ce soit, ce n'était pas classifié. Le lendemain, le 9 juillet 2010, le plus grand échange d'espions entre les États-Unis et la Russie depuis la guerre froide a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport international de Vienne. 10 agents russes ont été échangés contre 4 personnes condamnées en Russie pour espionnage au profit de pays occidentaux. 2 avions garés côte à côte avec des escaliers couverts empêchaient ainsi quiconque de voir le transfert des agents. Sergueï Skripal, ex-colonel du renseignement militaire russe ayant transmis des secrets à la Grande-Bretagne, figurait parmi les personnes libérées par la Russie. 8 ans plus tard, Skripal survivra à une tentative d'assassinat au gaz neurotoxique à Salisbury, Angleterre. Un rappel que trahir la Russie entraînait des conséquences qui s'étendaient sur des décennies et des océans. Le 13 juillet, le ministère de l'Intérieur britannique a officiellement révoqué son passeport en vertu de la loi sur la nationalité britannique, affirmant qu'il s'agissait d'une mesure favorable au bien public. Elle ne pourrait jamais retourner au Royaume-Uni. Mais si la carrière d'espionne d'Anna avait pris fin sur un échec, sa carrière de célébrité en Russie ne faisait que commencer. Le président russe Dmitri Medvedev a personnellement accueilli les 10 agents rapatriés en héros. Les tabloïds russes ont surnommé Anna agent 90-60-90, un nom de code faisant référence à ses mensurations en centimètres. Elle est apparue dans des émissions de télévision et en couverture du magazine Maxim Russie, en lingerie de dentelle et brandissant un pistolet, la propre James Bond girl fatale de la Russie. Elle a sans doute été parmi les premières à faire exploser Internet. Le site de Maxim est souvent tombé en panne à cause d'un fort afflux de trafic. Elle a défilé lors de défilés de mode, entourée d'hommes se faisant passer pour des agents secrets et assisté à des événements très médiatisés. En octobre 2010, le président Medvedev a remis des distinctions d'État à Anna et aux autres agents rapatriés lors d'une cérémonie au Kremlin.
Les distinctions ont salué leur service rendu au renseignement russe et à l'État. Anna a rencontré le Premier ministre Poutine en personne, renforçant ainsi son statut au sein de l'establishment politique russe. En décembre 2010, elle a été nommée au conseil public de la branche jeunesse du parti Russie unie de Poutine. Elle est devenue conseillère à la banque Fonds Service, partenaire d'entreprises aérospatiales russes. Elle a lancé des entreprises et des services de conseil, monétisant ainsi sa notoriété. En janvier 2011, Anna a commencé à animer une émission télévisée hebdomadaire intitulée Mystère du Monde, avec Anna Chapman, sur REN Télévision en Russie. Les supports promotionnels la présentaient comme la femme la plus mystérieuse de notre époque. L'émission explorait des énigmes et des phénomènes inexpliqués, mêlant la nostalgie de la guerre froide au nationalisme russe contemporain. En 2015, à 33 ans, Anna est devenue mère d'un fils, gardant secrète l'identité du père. Elle a continué à développer sa ligne de vêtements, proposant des créations patriotiques avec des motifs inspirés du folklore russe. Elle poursuit également sa vie en ligne en tant qu'influenceuse sur Instagram. Au moment de la réalisation de cette vidéo, elle compte près de 550 000 abonnés. La vie de son ancien mari, Alex Chapman, après le scandale d'espionnage, n'a pas été aussi glamour. Il a parlé aux médias en disant qu'il n'était pas surpris par l'arrestation de son ex-femme. Il a parlé de ses soi-disant amis russes, mais a dit qu'il doutait qu'elle travaillait réellement comme espionne, pendant qu'elle vivait avec lui à Londres. Sa dépendance à la drogue a fini par le rattraper. Il est décédé d'une overdose en 2016. Les circonstances de sa mort n'ont pas été considérées comme suspectes. En 2024, Anna Chapman a publié ses mémoires « Bandiana vers la Russie avec amour ». Dans ce livre, elle se présente comme une véritable 007 au féminin, racontant ses années à Londres avec des affirmations dramatiques, en grande partie invérifiables. En octobre 2025, à l'âge de 43 ans, Anna a été nommée à la tête du tout nouveau musée du renseignement russe à Moscou. Se faisant désormais appeler Anna Romanova, elle dirige ce projet enregistré près du parc Gorky sous la supervision du chef du service des renseignements extérieurs, Sergei Narishkin. Anna Chapman représentait un nouveau modèle pour l'espionnage russe. La création de fausses identités élaborées disparaissait éliminées par la biométrie, les bases de données et les traces numériques qui suivent en chacun. Créer une fausse identité durable était devenu presque impossible. La solution était l'agent illégal spécial opérant sous son vrai nom. De jeunes Russes à l'étranger, des hommes d'affaires et des mondains lors de soirées à Manhattan. Comment identifier les espions ? Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les pays occidentaux ont expulsé des centaines de diplomates russes, également agents de renseignement. Moscou a été contrainte de s'appuyer encore davantage sur ces réseaux. L'opération Ghost Stories a inspiré la série acclamée The Americans, diffusée de 2013 à 2018. La série a saisi le coup psychologique de vivre dans le mensonge, la tension entre le devoir et les relations personnelles. S'inspirant directement des thèmes révélés dans l'affaire d'Anna. En ce chaud jour de juin 2010, assise en face d'un agent du FBI se faisant passer pour son responsable, la chance d'Anna a tourné. Ou peut-être que cela a tourné en sa faveur. Elle a évité une longue peine de prison et est rentrée chez elle en tant que célébrité, reconnue par l'État. Elle a échoué dans sa mission d'espionne, mais elle a incontestablement réussi à se construire une marque personnelle. Son ordinateur portable, utilisé pour envoyer des communications chiffrées, est maintenant exposé dans un musée du FBI. Le programme des agents illégaux russes continue sous une nouvelle direction au service des renseignements extérieurs. Anna Chapman poursuit son incroyable parcours entre services de renseignement russes et célébrités durables. L'espionne revenue du froid a découvert que les projecteurs étaient les plus chaleureux qu'elle ne l'imaginait.